Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument clé, une période qui a vraiment dessiné le monde tel qu'on le connaît pendant près d'un demi-siècle. Je parle bien sûr de la guerre froide. Une guerre froide. C'est un peu bizarre comme concept, non? En fait, c'est ça qui est fascinant. Imaginez, pas de combat direct, pas de grande bataille entre les deux géants que sont les États-Unis et l'Union soviétique, mais par contre, une tension permanente, une menace qui pèse sur le monde entier. D'ailleurs, petite anecdote, c'est l'écrivain George Orwell qui a été l'un des premiers à populariser cette expression dès 1945. Il avait déjà cette vision d'un monde figé sous la menace nucléaire. Allez, c'est parti, on remonte le temps. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, tout commence sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, cette phrase de Winston Churchill, elle est devenue mythique. Le rideau de fer. C'est une image tellement puissante pour décrire ce qui se passe en Europe en 1946. C'est une véritable fracture, une cicatrice qui va diviser le continent pour des décennies. C'est quand même fou d'y penser. Pendant la guerre, ils étaient alliés contre un ennemi commun. Et puis, à peine la paix revenue, paf, tout s'effondre. Les États-Unis et l'URSS deviennent les deux nouveaux grands rivaux. Il faut dire que tout les oppose, leurs idéologies, leur vision du monde. Et cette opposition va très vite se transformer en une compétition mondiale, une vraie lutte pour l'influence. Et voilà le résultat. Le monde se coupe en deux, littéralement. On a deux blocs, deux mondes qui se font face, qui s'observent. Alors, pour bien comprendre, regardons ça de plus près. C'est vraiment le cœur du problème, cette opposition idéologique totale. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis en chef de file. Leur modèle, la démocratie libérale et l'économie capitaliste. Et de l'autre, le bloc de l'Est, dominé par l'URSS, qui impose partout son modèle, régime communiste et économie planifiée, c'est-à-dire entièrement contrôlée par l'État. Et bien sûr, cette division politique et idéologique, elle va très vite devenir militaire. Logique. En 1949, le camp de l'Ouest se structure autour de l'OTAN, une grande alliance militaire menée par les États-Unis. La réponse du camp de l'Est, elle, met un peu plus de temps à venir, mais elle arrive en 1955 avec la création du pacte de Varsovie qui rassemble l'URSS et ses pays satellites. Le combat ne s'arrête pas aux militaires, bien au contraire. L'économie devient une arme. Les Américains dégainent le fameux plan Marshall. Officiellement, c'est une aide massive pour reconstruire l'Europe dévastée par la guerre. Mais officieusement, c'est aussi un moyen très malin de contenir l'avancée du communisme et de souder le bloc de l'Ouest. En face, l'URSS réplique avec le plan Molotov qui vise lui aussi à intégrer et contrôler les économies de son propre bloc. Ok, on a le décor, deux blocs qui se détestent, qui s'arment sur tous les plans. Mais alors comment est-ce qu'on se bat quand on ne se bat pas vraiment? C'est tout le sujet. C'est vraiment la grande question. Comment cette rivalité a-t-elle pu durer plus de 40 ans sans une explosion directe, une troisième guerre mondiale? Par quels moyens est-ce que les deux superpuissances se sont affrontées? En fait, la guerre s'est déplacée sur d'autres terrains. On peut en identifier 4 principaux. D'abord, la course aux armements. Qui aura la plus grosse bombe, le plus de missiles? Ensuite, les guerres par procuration. Au lieu de s'affronter directement, on soutient des camps opposés dans des conflits locaux, comme en Corée ou au Vietnam. Troisième terrain, la guerre de l'ombre, avec l'espionnage, la propagande. Et enfin, un terrain bien plus spectaculaire, la course à l'espace. Et attention, froide ne veut pas dire sans risque, loin de là. Le monde a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. On pense bien sûr au blocus de Berlin, mais surtout à la crise des missiles de Cuba en 1962. Là, on est passé à ça d'une guerre nucléaire totale. Et plus tard, il y a eu l'Afghanistan en 1979 qui a mis fin à une période de détente et a relancé les tensions. C'est là qu'on touche au paradoxe ultime de cette période, l'arme nucléaire. Elle est tellement puissante, tellement terrifiante, qu'elle a en fait empêché la guerre directe. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire ou l'équilibre de la terreur. L'idée est simple, si tu m'attaques, je réplique et on est tous les deux anéantis. C'est la destruction mutuelle assurée. Plutôt glaçant comme concept, n'est-ce pas? Et puis, en 1957, le ciel tombe littéralement sur la tête des Américains. Ou plutôt un petit bip-bip venu de l'espace. C'est Spoutnik, le premier satellite artificiel lancé par les Soviétiques. C'est un choc monumental. La course à l'espace est lancée et elle devient un enjeu majeur de propagande, de technologie, de prestige, une compétition qui finira par nous emmener sur la Lune. Évidemment, on ne peut pas parler de guerre froide sans parler d'espionnage. C'est le front invisible, la CIA contre le KGB, une guerre secrète, dans l'ombre, avec ses agents doubles, ses trahisons, ses opérations clandestines. Tout un univers qui a nourri des tonnes de films et de romans et qui continue de nous fasciner. Mais voilà, rien n'est éternel. Et après des décennies de ce face-à-face, le colosse soviétique commence sérieusement à vaciller. Regardez bien ce chiffre,
25%. C'est la part de toute la richesse de l'Union soviétique qui partait dans les dépenses militaires. Un quart, c'est juste énorme, complètement insoutenable sur le long terme, surtout avec une économie planifiée qui patinait déjà depuis des années. C'est un des clous dans le cercueil du système soviétique. Et c'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir un homme nouveau, Mikhaïl Gorbatchev. Il sent bien que le système est à bout de souffle, alors il tente le tout pour le tout. Il lance 2 grandes réformes, la perestroïka pour restructurer l'économie et la glasnost pour plus de liberté et de transparence. L'intention était de sauver le système, mais ironiquement, ça va être le début de la fin. Et puis vient le moment que personne n'attendait vraiment, en tout cas pas si vite, le 9 novembre 1989. Le mur de Berlin, ce symbole en béton de la division, tombe. C'est une image incroyable, un souffle de liberté qui se propage. Et ça provoque un effet domino. Dans les mois qui suivent, tous les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent, l'un après l'autre. Le point final, c'est 2 ans plus tard. Fin 1991, l'Union soviétique elle-même est dissoute. L'un des 2 grands acteurs de la scène mondiale disparaît purement et simplement. La guerre froide est, cette fois, officiellement terminée. Alors, tout est bien qui finit bien? Eh bien, pas si simple. La fin de la guerre froide a laissé des traces profondes, une sorte d'ombre qui plane encore aujourd'hui. Quel est donc cet héritage? D'abord, le monde change de visage. Il devient unipolaire avec les États-Unis comme seule et unique superpuissance. La carte de l'Europe est complètement redessinée avec l'émergence de nouveaux États. Mais la fin de ce face-à-face a aussi réveillé de vieilles querelles. Des conflits ethniques qui étaient en quelque sorte gelés par la guerre froide, on l'a vu de manière tragique dans les Balkans, par exemple. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Quand on regarde les tensions mondiales actuelles, les nouvelles rivalités entre grandes puissances, est-ce que la guerre froide est vraiment terminée? Ou est-ce qu'elle a simplement changé de visage, pris une autre forme? C'est une question ouverte, mais qui prouve bien une chose. Comprendre cette période est essentiel pour comprendre notre présent.